merci à vous d'être ici, merci à Camilla d'avoir fait l'introduction. J'aurais du mal à faire aussi bien qu'elle, mais ça va m'aider dans mon exposé. Donc moi je vais essayer de vous parler de la découverte du boson de Higgs, qui est en fait le boson de Braut, Englert et Higgs. Ils étaient trois. Braut est décédé il y a quelques années et Englert et Higgs ont eu le prix Nobel l'année dernière. Et je voudrais vous parler de comment ça s'est fait cette découverte, où ça s'est fait, comment ça s'est fait, pendant combien de temps ça a pris, et essayer de parler de l'impact que ça a sur la compréhension de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, c'est-à-dire les connaissances que ça nous apporte sur la matière à la plus petite échelle et également la matière à sa très grande échelle, c'est-à-dire l'univers. Donc où est-ce que ça s'est passé? Vous le voyez sur cette image, c'est le laboratoire du CERN. En fait, historiquement, le CERN est né dans cette région-là, ici, avec une toute petite machine qui faisait 600 mètres de circonférence. C'était dans les années 60. Dans les années 80, c'était une machine plus grande de 7 km de circonférence qui montait les protons jusqu'à 400 gigaélectronvolts, 400 milliards d'électronvolts, alors que le PS les emmenait que jusqu'à 26 gigaélectronvolts et le PS sert d'injecteur au SPS, cette machine de 7 km de circonférence. Et à partir des années 2000, eh bien, le SPS injecte dans cette machine qu'on appelle maintenant le LHC, avant on l'appelait le LEP, qui permet maintenant d'accélérer les protons jusqu'à 4 téraélectronvolts et bientôt dans l'année prochaine 8 téraélectronvolts. Téraélectronvolts, c'est des milliers 4 milliers de GeV, là où le SPS ne va que jusqu'à 400 GeV. Donc on va 10 fois plus, on accélère les protons 10 fois plus en les injectant dans le LHC qui fait 27 km de circonférence. C'est un anneau qui est dans un tunnel à 100 mètres de profondeur. Vous voyez le site, donc ici la frontière en blanc pointillé, la frontière qui sépare la France de la Suisse. La France est de ce côté-là, la Suisse est ici. Vous voyez ici le lac Léman, la ville de Genève, le Mont Blanc, et ici c'est le Jura. Ça passe vers Ferdinand-Voltaire, CMS est ici, Atlas est près du CERN historique qui était là. L'essentiel de la machine est en France. Donc c'est un site exceptionnel par l'infrastructure que ça recouvre. Il y a guère d'endroits où il y a une infrastructure pareille. C'est un site exceptionnel aussi parce qu'il y a 10 000 physiciens du monde entier, pratiquement de tous les pays, qui viennent participer à ces grandes expériences, donc CMS, Atlas, LHCb et ALICE, qui sont situés un peu aux points cardinaux. Et c'est aussi une aventure scientifique hors norme, puisqu'elle a duré pendant presque 40 ans. L'idée du boson de Higgs date de 1964. Les premières idées sur le LHC, de découvrir le boson de Higgs avec le LHC date de 1980, début des années 80. L'approbation de la machine par le conseil du CERN, que j'ai eu l'honneur de présider de 2010 à 2012, mais l'approbation de la machine a été faite en 1994, à l'époque où le conseil du CERN était présidé par Hubert Curien, c'était le précédent français, un ministre de la recherche célèbre. Et les premières collisions ont eu lieu en 2010, donc là j'étais déjà président à ce moment-là, et la découverte du boson de Higgs le 4 juillet 2012. Donc vous voyez de l'idée du boson de Higgs 64 à l'idée de la machine 80, l'approbation 90, les premières collisions 2010, la découverte 2012, c'est une aventure qui a duré sur presque 50 ans. Donc il y a guerre d'aventure scientifique avec toute la planète associée pendant 50 ans. C'est une mondialisation à long terme, dans une certaine mesure, on peut dire que c'est le contraire de la mondialisation qu'on connaît, qui aujourd'hui est compétitif, et à court terme, là on est dans du collaboratif à long terme. Et j'essaye d'invoquer le modèle du CERN comme peut-être un modèle où il y a à la fois de la collaboration et de la compétition, parce qu'il y a beaucoup d'émulation entre les chercheurs. Camilla en a un petit peu parlé. Il y a beaucoup d'émulation, et ce modèle qui est un mélange de collaboration et de compétition, qu'on appelle au CERN la coopétition, qui associe toute la planète sur des grandes durées de temps, avec une infrastructure localisée, c'est peut-être un modèle qui pourrait servir à affronter des grands défis sociétaux, qui correspondent à des valeurs universelles. Bon, là, en l'occurrence, c'était la recherche fondamentale, comprendre la matière et l'univers. Ça a permis de rassembler par-delà les différences de culture, géographique, de religion, de nationalité. Et bien, peut-être que pour le climat, pour l'énergie, pour l'eau, on pourrait imaginer un modèle similaire. Donc, voilà un peu l'endroit et le type de collaboration.
quelle est l'importance de cette découverte? Comme je vous l'ai dit, ça attaque à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ça, c'est les grands détecteurs donc, qui sont placés auprès du LHC. Camilla est dans ce détecteur-là, travaille dans ce détecteur-là, Atlas, mais il y a aussi un autre détecteur, CMS, qui a permis de découvrir le boson de Higgs. Voilà donc à quoi on s'intéresse en physique. On s'intéresse aux échelles extrêmes. Le boson de Higgs touche les échelles extrêmes. Les échelles extrêmes, ce sont lesquelles? C'est la taille de l'univers observable. Alors la taille de l'univers observable, elle est limitée, parce que quand on regarde loin, on regarde dans le passé, parce que la lumière met longtemps pour nous parvenir. Quand vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Si le Soleil explose maintenant, il mettra 8 minutes avant que vous sentiez l'explosion. Lorsque vous regardez le centre de la galaxie, vous êtes dans l'hémisphère où les étoiles les plus proches sont à des années de lumière, donc vous les voyez telles qu'elles étaient il y a quelques années. Le centre de la galaxie, vous le voyez tel qu'il était il y a des dizaines de milliers d'années. Et il y a des galaxies lointaines, vous les voyez telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années. Eh bien, on ne peut pas regarder à plus qu'une distance de 13 milliards d'années, environ 13 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire la distance que met la lumière, la distance que parcourt la lumière en 13 milliards d'années, parce qu'il y a 13 milliards d'années, l'univers était de plus en plus dense, de plus en plus chaud. Là, il y a 13 milliards d'années, il était tellement dense et tellement chaud qu'il était opaque, c'était une espèce de soupe, un plasma de particules, et donc on ne peut absolument pas voir dans ce plasma. On ne voit l'univers que lorsque les atomes se sont formés et que l'univers est devenu transparente. Et ça, c'est la première image qu'on peut avoir de l'univers. On l'a, je vous la montrerai tout à l'heure. Elle date de 13,7 milliards d'années, et ça correspond à ce qu'on appelle plus ou moins le Big Bang. Donc voilà, l'univers observable, c'est 10 puissance 28 cm. On ne peut pas aller plus loin parce que la lumière met trop de temps pour y arriver. Ça ne veut pas dire que l'univers ne s'étend pas plus loin, il s'étend certainement plus loin, mais on ne peut pas l'observer. Peut-être même qu'il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on voit. Mais nous, on voit que 10 puissance 28 cm, c'est notre horizon, c'est l'horizon de lumière. L'autre horizon, c'est l'horizon de la connaissance, c'est l'horizon 10-32 cm. Pour observer 10-32 cm, il faut des énergies considérables. Je vous avais dit que plus vous avez des énergies grandes, plus vous avez une résolution meilleure. Le LHC permet d'observer à peu près à 10-16 cm. On peut imaginer comment pourrait être la physique jusqu'à 10-32 cm, mais là il y a un horizon de la connaissance, parce que la gravité dont n'a pas parlé Camilla, elle a dit qu'elle était trop petite, on ne la voyait pas avec les particules. La gravité semble être une force très différente de toutes les autres forces. Les trois forces dont a parlé Camilla, la forte, l'électromagnétique et la faible, sont des forces dites quantiques, alors que la gravité est décrite par Einstein de manière géométrique. Mais à 10-32 cm, il faudrait faire appel à des phénomènes quantiques liés à la gravité. On sait que la gravité doit avoir un comportement quantique à 10-32 cm, et on ne sait pas actuellement traiter la gravité de manière quantique. Et donc c'est pour ça que je parle de Big Bang, parce que lorsqu'on extrapole l'histoire de l'univers vers le point zéro, il arrive un moment où la température devient tellement grande que l'énergie des collisions dans la soupe de particules de l'univers atteint des collisions qui correspondent à des énergies qu'on appelle les énergies de Planck, qui correspondent à cette distance-là. Et à ce moment-là, la physique, on ne sait pas la décrire, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on connaisse l'origine de l'univers. On peut décrire le récit de l'univers lorsque on a des collisions et des chocs entre particules qui correspondent à une résolution qui est indiquée par cette échelle-là. Donc voilà les deux échelles extrêmes. Entre ces échelles, vous avez toutes sortes d'objets, et puis vous avez au milieu un être humain intelligent qui essaie de comprendre tout ça. Je ne sais pas si vous avez reconnu. C'est Camilla, là, qui essaie de regarder à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit, parce que effectivement le boson de Higgs, comme je vais essayer de vous le décrire, a des répercussions à la fois dans la compréhension de l'histoire de l'univers et dans la compréhension de la matière au niveau ultime. Pour observer l'infiniment grand, bien sûr, vous savez que c'est avec des télescopes, justement pour voir ces galaxies très lointaines. Eh bien, on utilise par exemple le télescope spatial ou bien les télescopes au sol comme ALMA ou comme le VLT. Et puis on utilise aussi la station spatiale. D'ailleurs, la station spatiale a une expérience qui essaie de regarder s'il y a de l'antimatière dans l'univers. Comme on vous l'a dit, le rayonnement se convertit en matière-antimatière. Au LHC, lorsqu'il y a des collisions, il y a autant de particules que d'antiparticules. Donc on pourrait se dire qu'au tout début de l'univers, quand il y avait cette espèce de soupe rayonnante, eh bien, on devrait avoir le rayonnement aurait dû se convertir en autant de particules que d'antiparticules, et il devrait y avoir autant d'étoiles que d'anti-étoiles, de galaxies que d'antigalaxies. Et pour l'instant, aussi loin qu'on regarde, on ne voit que des étoiles, que des galaxies, on ne voit pas de traces d'antimatière. Et AMS, donc l'expérience qui est sur la station spatiale, essaye de voir s'il n'y a pas de l'antimatière dans l'espace. L'autre échelle,
Donc l'autre échelle, c'est l'infiniment petit. Donc comme je vous l'ai dit, le LHC, on peut le voir comme un super microscope qui a une résolution de 1 sur 1 million de milliards de centimètres, c'est-à-dire une résolution extraordinaire qui permet de voir les quarks à l'intérieur du proton. Effectivement, les prochaines machines auront des résolutions encore meilleures et peut-être qu'on verra à l'intérieur des quarks lorsqu'on atteindra des résolutions de 10-20 cm. Donc le LHC, en fait, il fait deux choses, hein. D'une part, il regarde comme un microscope ce qu'il y a à l'intérieur des protons, et d'autre part, on peut dire qu'il étudie les lois de la physique juste après le Big Bang, lorsque dans la soupe de particules était à une température telle que les chocs entre particules avaient une violence, une énergie comparable aux chocs que l'on fait au CERN avec les protons-protons. Donc c'est en ce sens que le LHC étudie à la fois l'infiniment petit et l'état de l'univers primordial. Donc je ne vais pas repasser là-dessus puisque Camille l'a décrit, mais vous voyez bien les poupées gigognes en quoi consiste la matière, hein. En 50 ans, on a compris que donc, la matière qui nous entoure, la matière macroscopique, par exemple l'air dans lequel on est en ce moment, se présente sous des formes très diverses et avec des lois assez simples. La loi des gaz parfaits, pression, volume, température, une infinie diversité, des lois assez simples. Mais lorsqu'on regarde avec un microscope à l'intérieur, eh bien, on trouve d'abord des molécules. Donc les molécules d'azote, d'oxygène ou des aérosols, qui obéissent à la chimie, déjà un peu plus compliquée. Ensuite, vous avez, en regardant dans les molécules, vous voyez les atomes, qui obéissent à la mécanique quantique. La diversité des atomes a déjà beaucoup diminué par rapport à tout ce qu'on peut imaginer pour la matière, les différentes formes de matière. Le nombre d'atomes n'est pas très grand. Et par contre, les lois sont devenues déjà très abstraites. La physique quantique donne lieu à des paradoxes qui sont contre-intuitifs, mais qu'on admet, grâce à notre cerveau, on arrive à s'abstraire de l'intuition immédiate, de notre environnement immédiat qui a constitué notre adaptation, pour atteindre une réalité plus profonde. Les atomes sont formés d'électrons qui, eux, sont toujours élémentaires, mais de noyaux en leur centre. C'est la physique nucléaire. Les noyaux sont formés de protons et de neutrons. On étudie les protons et neutrons à travers la chromodynamique quantique. Et les protons et neutrons sont faits de quarks. Donc les quarks et les électrons sont les particules élémentaires. Et pour les décrire, on utilise la théorie des champs quantiques relativistes. On fait appel donc à E égale mc2 et à des champs quantiques. Alors les champs quantiques, les champs, c'est des objets qui sont définis en tout point de l'espace et à tout moment, qui remplissent tout l'univers et qui peuvent créer et annihiler des particules. Ce sont les grands ordonnateurs de la matière. Ils créent et annihilent des particules. Lorsque vous êtes dans le vide, les champs sont toujours là. Le vide, c'est des champs, de la matière et du temps. Et les champs sont par contre dans leur état d'énergie minimum. Mais même dans leur état d'énergie minimum, dans le vide, dans ce qu'on appelle le vide quantique, eh bien ils fluctuent parce que rien n'est stable et n'est complètement défini dans la mécanique quantique, tout fluctue, tout bouge. Donc les champs fluctuent et ils créent des particules qu'on appelle virtuelles et qui redisparaissent, et ils s'excitent, ils se désexcitent, même dans le vide quantique absolu. Et c'est ce vide quantique absolu qu'on étudie avec le boson de Higgs et qui a des propriétés non triviales au point qu'on maintenant qu'on considère que ce vide quantique est un quasi-milieu. Qui possède une espèce de viscosité qui est liée justement à la masse inertielle que ressentent les particules à cause du champ de Higgs qui agit comme un espèce de condensat dans le vide quantique. Et donc c'est vraiment révolutionnaire dans la compréhension du vide quantique, ce mécanisme de Higgs, cette espèce de condensat, même dans l'état d'énergie minimum, et qui est responsable de l'inertie que ressentent les particules lorsqu'elles traversent le vide quantique. Au point que, quand je dis que c'est un quasi-milieu, lorsque l'univers était très chaud et très dense, eh bien ce condensat avait disparu, hein, c'est un peu comme la glace qui fond dans de l'eau. Lorsque l'univers était très chaud, très dense, eh bien le vide quantique, le condensat de Higgs n'existait plus, donc il n'y avait plus cette viscosité, et au tout début, les particules avaient une masse nulle. Toutes les particules avaient une masse nulle, on était dans une espèce d'unification générale. Donc je ne reviens pas sur le tableau qu'a décrit Camilla, simplement je voudrais insister que toutes les particules, hein, aussi bien les forces là maintenant, d'habitude en physique classique, les forces sont dans le domaine des idées, le domaine des lois, et la matière c'est le réel. Eh bien en théorie quantique des champs relativistes, eh bien aussi bien les forces que les particules, ce sont des champs relativistes, tout est champ relativiste. Les particules de matière, la seule chose c'est que les particules de matière sont ce qu'on appelle des fermions, et donc on ne peut pas les mettre dans le même état quantique, et c'est ça qui fait que la matière est impénétrable, et que ce sont des espèces de briques que l'on met les unes à côté des autres pour construire un mur. Les particules de force
donc les gluons, les photons, les bosons intermédiaires, ce sont des bosons qui peuvent être mis dans le même état quantique au point qu'on arrive à faire ce qu'on appelle des lasers avec les photons. Les lasers, c'est des photons qui sont mis dans le même état quantique et c'est ce qui donne lieu à des lasers. On arrive à le faire aussi avec quelques autres particules qui sont des bosons. Mais le boson de Higgs, il a cette particularité que c'est un boson lui aussi, mais il a ce qu'on appelle un spin 0. Et donc, il a cette particularité de faire, c'est pas seulement un laser, mais un condensat, c'est-à-dire remplir tout l'univers d'une espèce de cohérence, une cohérence quantique du champ de Higgs, qui lui donne cette propriété de condensat avec une valeur moyenne non nulle dans le vide. Tous les autres champs, que ce soit les champs de matière ou les champs de force, ont des valeurs moyennes dans le vide qui sont nulles, parce que ce sont des vecteurs, si vous voulez, ils ont une direction, et donc on ne peut pas avoir une direction privilégiée dans le vide. Par contre, le boson de Higgs, qui a un spin 0, lui, il n'a qu'une seule composante, et il peut avoir une valeur moyenne non nulle dans le vide, et c'est cette valeur moyenne qui correspond à ce condensat, et qui fait que les particules deviennent massives. Donc c'est quand même un enjeu majeur dans un changement de compréhension de ce que c'est que la masse. C'est une propriété partagée entre les particules et le vide quantique. Ce n'est pas une propriété intrinsèque de la particule, c'est une propriété partagée. Et cette propriété disparaît lorsque l'univers était très très chaud. Donc voilà, donc en 2012, les deux des survivants, si je puis dire, puisque Robert Both était décédé malheureusement, donc François Englert à gauche et Peter Higgs, au moment de l'annonce au CERN de la découverte d'une nouvelle particule qui avait tous les traits du boson de Higgs. Ça, c'est dans l'auditorium. L'auditorium était bourré, donc ça, évidemment tout le monde se félicitait, était bourré au point qu'on peut dire que c'était un concert de rockstar, hein, puisqu'il y avait une queue de 500 jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, comme Camilla, qui travaillent dans ces expériences, il y avait une queue de près de 500 jeunes pour essayer de rentrer dans l'auditorium qui était complètement plein, bien qu'il y ait beaucoup de salles dans le monde entier où c'était webcasté. Donc ça a été vraiment un grand concert, un grand applaudissement. On peut dire que le LHC, dans une certaine mesure, est le seigneur des anneaux, et ça, c'est la découverte de l'anneau. Ça a été suivi immédiatement d'une conférence de presse, et à notre grande surprise, bien que c'est quand même assez abstrait ce que je vous ai dit, hein, ce que je vous ai raconté sur le boson de Higgs, ça a été couvert dans le monde entier. Le record étant en Inde d'ailleurs, hein, c'est pas spécialement dans les pays développés où ça a été le plus couvert. Ça a été couvert par les médias, presse, télévision, radio, de partout. On a fait des enquêtes internationales qui ont montré qu'à peu près 1 milliard de personnes ont été exposées d'une manière ou d'une autre. Elles ont entendu parler de la découverte du boson de Higgs. Alors elles ne savent pas exactement ce que c'est, mais on sent qu'elles étaient excitées par la passion, par le fait qu'il y avait une découverte, un peu comme la découverte d'un continent, mais c'est un continent de la connaissance qui était découvert. Et elles ont partagé l'excitation des scientifiques pour cette découverte. Cette découverte était annoncée un peu comme je l'ai dit, mais en montrant aussi un peu ce qu'a fait Camilla. Donc voilà, le boson de Higgs se désintègre en 2 photons, hein, c'est ce qu'a montré Camilla. On reconstitue la masse de la particule parente. Il y a du bruit de fond, mais on essaie de trouver un signal. Ça c'est CMS, comme ça fait un équilibre avec Camilla qui a montré les données de l'Atlas. Donc on voit bien, ça c'est le bruit de fond qui est décrit parfaitement par le modèle standard. C'est-à-dire c'est des collisions dans lesquelles il y a 2 photons qui sont produits, mais par d'autres mécanismes que le boson de Higgs, et qui donnent un peu n'importe quelle masse, avec un continuum qui est parfaitement décrit. Et puis sur ce continuum arrive un pic. Alors le modèle standard, il prévoyait simplement que la masse du boson de Higgs était inférieure à 1000 GeV, sans dire où c'était. Et il a été trouvé, donc, ce pic à 126 GeV, et si c'était 126 GeV, le modèle standard prévoyait exactement à quoi devait ressembler la bosse, et vous voyez qu'il reproduit parfaitement bien la bosse. Donc voilà, il est à 126 GeV. On ne savait pas, ça devait être inférieur à 1000 GeV, c'est pour ça qu'on a fait le LHC, parce qu'on savait que où on le trouvait, et c'était la clé de voûte du modèle standard qui était découverte, ou bien on montrait qu'il n'existait pas, et c'était tout le modèle standard qui était à revoir. Donc dans les 2 cas, c'était une avancée majeure dans la connaissance, un par la négative, un par la positive. Atlas, donc comme je voulais, l'a vu aussi dans d'autres, ainsi que CMS, l'a vu dans d'autres canaux, des canaux à 4 particules. Et il pouvait montrer, d'ailleurs, ça c'est une distribution d'Atlas, il pouvait montrer que la probabilité que le bruit de fond fluctue à 126 GeV et fasse un pic de ce genre-là, par pure fluctuation statistique, cette probabilité, cette malchance aurait été de 1 sur 1 milliard, donc une chance sur 1 milliard, on était sûr que ce n'était pas une fluctuation du bruit de fond, c'était vraiment un vrai signal. Vous voyez ici le pic de CMS,
Ça, c'est le pic d'une des particules connues, le Z. Et voilà encore à 126 GeV, exactement comme l'attend le modèle standard, dans ces 4 particules, Atlas aussi au même endroit. Donc il n'y a pas qu'en 2 photons. Alors qu'est-ce qu'il faut pour arriver à un tel résultat? Il fallait 10 000 personnes, comme on l'a dit, mais il faut que dans ces 10 000 personnes, il y ait tous les métiers de représentés. D'abord, il faut qu'il y et de la passion et de l'excitation. Sinon, ce n'est pas la peine de faire ce métier, parce qu'il faut bac plus 10, autant aller dans l'industrie, vous serez 10 fois plus payé. Et vous aurez un statut plus permanent que les postdocs. Comme Camilla, vous avez un statut de postdoc pour l'instant, hein, c'est ça? Vous êtes postdoc toujours pour l'instant? Voilà, vous êtes tous postdoc. Et donc postdoc, ce n'est pas un statut permanent. Hein. Donc il faut vraiment l'enthousiasme et avoir la passion de ces recherches. Donc ça s'est illustré par la salle de contrôle. Est-ce qu'on voit Camilla là? Non, c'est la salle de contrôle d'Atlas en 2010. Il faut bien sûr tous les talents, ça a été un peu expliqué par Camilla, à la fois pour construire la machine, le LHC, et pour construire ces détecteurs géants, les cathédrales, qui sont des grands yeux, des espèces de vision augmentée, qui permettent de voir les particules à travers les traces. Donc le LHC, quelques défis technologiques, un champ magnétique considérable, donc il faut des aimants qu'on appelle supraconducteurs, c'est-à-dire dans lesquels on fait passer des milliers d'ampères, mais qui ne dissipent pas du tout de chaleur parce que c'est en niobium titane et refroidi à l'hélium superfluide, 1,9 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 271 degrés, et bien il n'y a pas de résistance. Il faut un nombre considérable d'aimants, 10 000, fabriqués, d'ailleurs un tiers a été fabriqué par Alstom, dont on se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il va devenir et s'il sera capable de faire des aimants bientôt, j'en doute d'ailleurs. Il faut des cavités qui accélèrent à chaque tour les protons. Hein. Les aimants, au fur et à mesure qu'on accélère les protons, on monte le champ magnétique de manière à ce que les protons restent toujours dans l'anneau. Et arrive un moment où on ne peut plus monter le champ magnétique parce qu'on ne sait pas faire des champs magnétiques plus grands que ça. Et donc il ne faut plus accélérer, sinon ils quittent la trajectoire. Ils prennent la tangente. La puissance dissipée, c'est essentiellement la cryogénie, de l'ordre de 120 MW. Un proton, c'est pas grand-chose, un proton de 4 TeV, c'est à peu près l'énergie d'un moustique, mais concentré dans un volume qui a un rayon 1 milliard de fois plus petit. Hein. Donc ça fait une densité d'énergie qui est très grande. Mais 10 puissance 11 protons par paquet, multiplié par des milliers de paquets, dans un sens et dans l'autre, ça fait l'énergie pratiquement d'un TGV qui est contenu dans les faisceaux, qui circulent dans le LHC. Et donc il faut faire très attention à ce que de ne pas perdre les faisceaux de manière incontrôlée, sinon vous bousillez complètement Atlas ou CMS. Et il faut les envoyer, quand vous voulez vous en débarrasser, les envoyer dans des blocs de graphite refroidis avec un système assez sophistiqué. Donc vous avez à la fois l'endroit le plus chaud avec ces collisions de protons-protons, là qui se rentrent dedans au milieu. Vous voyez ici les tubes dans lesquels circulent les 2 faisceaux de protons. Et qui se rencontrent à 4 endroits différents, donc, qui sont extrêmement chauds, et en même temps vous avez l'endroit le plus froid quasiment dans l'univers, à travers l'hélium superfluide qui refroidit les aimants. Il faut de la puissance calcul, donc des informaticiens, beaucoup d'astuces, et donc l'astuce qui a été faite, qui a été développée déjà pour faire collaborer ces 10 000 physiciens du monde entier. C'est pas par hasard que le web est né au CERN dans les années 90, en 94, pour faire collaborer toute la planète sur les expériences qui avaient lieu à ce moment-là. Et grâce au CERN, qui est un modèle d'innovation libre, ouverte, un peu comme les logiciels libres, eh bien toute innovation, toute découverte au CERN est immédiatement gratuite et disponible dans le monde entier. C'est grâce à ça que le web est accessible gratuitement dans le monde entier. Hewlett-Packard était sur la piste pour breveter un système équivalent. S'il était arrivé avant, eh bien le web aurait été payant et n'aurait pas été accessible pendant des dizaines d'années à cause des systèmes de brevets et du système fermé qui empêchent l'utilisation gratuite. Donc grâce au CERN, dans une certaine mesure, on peut dire que la planète a eu accès au web de manière gratuite. Eh bien là, ce qui a été fait, c'est l'ancêtre du cloud computing, c'est-à-dire de mettre, au lieu d'avoir un supercalculateur au CERN, ce qui était impossible, on a mis en réseau les calculateurs de tous les utilisateurs. Donc les utilisateurs sont répartis dans 260 laboratoires en Europe, 4000 utilisateurs, 1600 aux États-Unis et en Asie, dans 200 autres laboratoires. Et tous ces ordinateurs ont été reliés par des fibres à très haut débit, au point que vous soyez en Inde, aux États-Unis ou en Europe, l'utilisateur il a les mêmes chances, puisqu'il ne sait même pas où le calcul se fait, où sont les données. Il a accès exactement à la même puissance de traitement des données. Des mathématiques, donc voilà le modèle standard dont a parlé Camilla, qui tient en une seule ligne, une seule équation en tout cas. Il y a 4 lignes, mais c'est une seule équation.
c'est un Lagrangien, donc un principe de moindre action, qui est défini par, qui est la somme de 4 termes, donc qu'on essaye de minimiser. Et c'est ça qui décrit toutes les 3 interactions fortes, électromagnétiques et faibles. La première ligne décrit l'interaction des particules de force entre elles et leur énergie cinétique. La deuxième, c'est les particules de matière, qui sont dénotées par psi, leur énergie cinétique et la manière d'interagir avec les particules de force. La troisième, c'est l'interaction des particules de matière avec le champ de Higgs qui est décrit par phi. C'est ce qui donne une masse aux particules de matière. Et la quatrième, c'est d'abord l'énergie cinétique du boson de Higgs et son interaction avec les particules de force. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel du boson de Higgs, son autocouplage dans une certaine mesure, et c'est relié un peu à l'énergie du vide en fonction de la valeur moyenne du champ de Higgs dans le vide. Et c'est ça qui a la forme d'un chapeau mexicain. Ça, c'est l'équation d'Einstein donc pour la gravitation. Donc toute la physique fondamentale tient en 2 équations. La précédente, c'est les forces quantiques, les champs quantiques, toute la physique quantique. Et ça, c'est la gravité, avec une valeur lambda qu'on appelle la constante cosmologique, qui est peut-être reliée à l'énergie du vide quantique, mais ça reste un sujet de controverse scientifique. Et donc le fameux chapeau mexicain dans lequel navigue le boson de Higgs, le champ de Higgs, eh bien c'est ça, hein, l'énergie du vide quantique, en fonction de la valeur moyenne, qui a une valeur, une partie réelle, une partie imaginaire, du champ de Higgs. Ça a la forme d'un chapeau mexicain, ce qui fait que au tout début de l'univers, lorsqu'il est très chaud, très dense, eh bien le champ de Higgs se tient là, il y a une symétrie de rotation, et la valeur moyenne dans le vide est nulle, ici. Les particules sont sans masse. Lorsque l'univers se refroidit, le vide subit une transition de phase, et le champ de Higgs tombe dans cette rigole, à un endroit déterminé, donc la symétrie de rotation est perdue, la valeur moyenne est non nulle, c'est ce fameux condensat, et les particules deviennent massives. Donc vous voyez encore une fois, hein, qu'est-ce que c'est que le vide? Le vide c'est plein de particules virtuelles créées par les champs quantiques, non détectables, c'est les fluctuations quantiques. Les particules virtuelles, donc le champ de Higgs induit des particules virtuelles, une viscosité du vide. Mais encore fallait-il découvrir cette particule dont on savait qu'elle avait une masse inférieure à 1 TeV, la découvrir au LHC, ce qui a été fait, ce que je vous ai décrit, ce qu'a décrit Camilla. Je viens maintenant au lien avec l'univers primordial et l'infiniment grand, donc les origines de l'univers entre guillemets. D'abord, vous voyez que ces collisions proton-proton, hein, ça ressemble à des mini Big Bang. Ça, c'est une collision proton-proton, et ça, c'est une collision plomb-plomb, c'est encore plus spectaculaire. Alors là, c'est là où il y a ce fameux plasma de quark et de gluons. Et donc, je reviens encore sur ce que je disais au début. L'univers est en expansion, hein, c'est l'espace lui-même qui s'étend en permanence. Comme il s'étend en permanence, eh bien, dans le passé, l'univers était de plus en plus dense, et il était donc de plus en plus chaud. Et donc, si vous remontez l'histoire de l'univers, eh bien, les structures se décomposent, plus vous remontez dans le passé de l'univers. Les atomes se décomposent, les noyaux se décomposent, et finalement, vous n'avez plus qu'une soupe de particules qui s'entrechoquent avec des chocs comparables à ceux qu'on fait au LHC. Et donc, pour tout accélérateur, on peut dire qu'il a l'énergie à laquelle sont faites les collisions, eh bien, elles reproduisent l'état de l'univers à un certain moment. Par exemple, lorsque vous étiez à 3 minutes, eh bien, à l'époque où les noyaux étaient formés, eh bien, c'est des énergies de l'ordre du MeV, c'est-à-dire 1 million d'électronvolts. Au LHC, on est dans le TeV, c'est-à-dire des milliers de milliards d'électronvolts, et on reproduit l'état de l'univers tel qu'il était après une picoseconde, 1 millième de milliardième de seconde. Et on peut extrapoler avec le modèle standard assez loin, mais pas jusqu'à là. Après, on tombe sur le fameux mur de l'horizon. Et donc, à travers cette physique que maintenant on commence à comprendre, on arrive à retracer toute l'histoire de l'univers. On part essentiellement d'une fluctuation quantique du vide, probablement. Donc, le schéma actuellement de l'histoire de l'univers, tel qu'on peut la remonter, aussi loin qu'on peut la remonter, c'est de partir de fluctuations quantiques du vide. Une certaine fluctuation quantique a donné lieu à ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire une expansion telle que je vous l'ai montré accélérée, qui dilate toutes les distances à une vitesse exponentielle de plus en plus vertigineuse. Au bout d'un certain temps, très bref, cette inflation s'arrête, et à partir de ce moment-là, l'univers continue à s'étendre, mais la vitesse d'expansion de l'univers commence à diminuer.
Et très très rapidement, après une picoseconde, intervient ce mécanisme de Brout-Engler et Higgs qui donne au vide quantique cette viscosité, ce condensat qui donne la masse aux particules. Donc les particules deviennent massives et la lumière devient ce qu'elle est à partir du moment où il y a ce mécanisme de Higgs. On peut dire que la lumière fut et la masse vient aux particules à partir de ce moment-là. Et ensuite, donc, vous avez après une microseconde les quarks qui se recombinent en protons et en neutrons. Après environ 3 minutes, les protons et les neutrons se transforment en noyaux. Et après 400 000 ans, les noyaux et les électrons se combinent en atomes. Et à partir de ce moment-là, l'univers devient neutre électriquement, puisque les atomes sont neutres, et la lumière devient l'univers devient transparent, et la lumière peut parvenir jusqu'à nous, des confins, à 13 milliards d'années-lumière. Et après, évidemment, vous avez toutes les structures qui apparaissent, les étoiles, les galaxies, jusqu'à nous. Si on trace ça aussi du point de vue de l'unification des forces, il semblerait qu'on soit parti d'une grande unification, peut-être même avec la gravité quantique. Toutes les particules sans masse, identiques les unes aux autres, puisque les forces étaient identifiées, elles interagissaient toutes de la même manière. Vers 10 puissance 15 GeV, une énergie qu'on n'est pas capable d'atteindre, on en est à 10 puissance 3 GeV actuellement avec le LHC. On a ce qu'on appelle la brisure de la grande unification, c'est-à-dire vous avez d'un côté la force électrofaible et puis de l'autre côté la force forte qui commence à se séparer l'une de l'autre, et vers 1000 GeV, 100 GeV, aux énergies du LHC, la force électrofaible commence à se différencier entre la force électromagnétique et la force faible. Donc ça c'est l'image de cette histoire que je vous ai racontée dans le monde des particules, une grande unification à très haute énergie, donc au premier instant de l'univers, et l'univers a connu une différenciation progressive au fur et à mesure que les forces se différencient et que la masse vient de particules. Donc tout ça est bien imprimé sur la fameuse carte du rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est justement la lumière qui a été émise par l'univers après 400 000 ans, lorsque les atomes se sont formés. C'est la carte qu'a vue Planck, à peu près au même moment où on découvrait le boson de Higgs au LHC. Cette carte, en fait, est très uniforme, donc c'est le fond diffus à 2,7 degrés Kelvin. Les non-uniformités que vous voyez ici sont au niveau du pour 100 000, c'est-à-dire 10 parts pour 1 million. Donc très 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 faible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment où les atomes se sont formés, des inhomogénéités minuscules. Mais maintenant, la compréhension des effets de la gravitation et de la physique nous font penser que ces inhomogénéités se sont se sont accrues de plus en plus sous l'effet de la gravité, et ce sont elles qui sont à l'origine de toutes les structures qu'on voit dans l'univers, les grandes structures qu'on voit dans l'univers, y compris les vides, les filaments et les grandes galaxies, les amas de galaxies et les galaxies. C'est cette carte-là qui est génératrice des structures dans l'univers. Mais plus encore, on pense que cette carte-là, son origine, trouve ses traces dans les fluctuations quantiques du vide, et ça colle parfaitement. Donc on est bien dans un modèle où nous-mêmes, on est des résultats, tout l'univers est le résultat de fluctuations quantiques du vide. On savait qu'on était des poussières d'étoiles, mais maintenant on est allé plus loin, on serait des résultats de fluctuations quantiques du vide. Ça nous ramène à notre juste valeur. Alors on pourrait croire qu'on a tout compris avec ce que je viens de vous raconter, qu'on a une histoire complète de l'univers. En fait non, il y a des grandes questions, et ces grandes questions sont peut-être le fait, alors ça peut correspondre soit qu'il y a une révolution qui nous attend et que ce que je viens de vous dire n'est peut-être que temporaire, un peu comme les anciens avaient des théories qui se sont révélées dépassées. Newton avait sa théorie, elle a été dépassée par Einstein, peut-être que tout ça sera dépassé un jour. Ces grandes questions sont les suivantes. D'une part, la première question c'est qu'est-ce que la matière sombre? Parce que lorsqu'on regarde la composition de l'univers, vous avez dû en entendre parler, la composition de l'univers, bien il semblerait que la matière ordinaire, celle qui nous constitue, qui constitue les étoiles, les galaxies, tout ce qu'on connaît, ne constitue que 5% de la matière qu'il y a dans l'univers et qui est nécessaire pour expliquer comment tout ça fonctionne ensemble, comment la gravité fait tourner tout ça ensemble l'un autour de l'autre. Il faut des masses importantes, et ces masses sont beaucoup plus importantes que ce qu'on peut voir, que la matière que l'on peut voir. Et la matière qu'on ne voit pas, elle n'est pas faite apparemment d'atomes, de protons et de neutrons et des quarks que Cabinia vous a décrites, elle est faite d'autre chose. Et cette autre chose, c'est peut-être d'autres particules élémentaires qui restent à découvrir. Il y a ce qu'on appelle la supersymétrie qui laisserait entendre qu'il y a un monde miroir, que toutes les particules que l'on connaît auraient une image, notamment les particules des matières auraient une image dans les particules de force, et les particules de force une image dans les particules de matière. Ces particules n'ont pas été découvertes, mais la plus légère serait stable et pourrait constituer la matière noire, la matière sombre que l'on n'a pas vue. Plus encore,
il y a ce qu'on appelle l'énergie sombre, cette fameuse constante cosmologique d'Einstein qui nous montre que l'univers de nouveau est en train d'avoir une accélération, une expansion qui s'accélère, alors qu'elle s'était ralentie pendant les 8 premiers milliards d'années, eh bien elle se réaccélère de plus en plus en ce moment, et on pense que c'est dû à une nouvelle inflation liée peut-être à l'énergie du vide quantique actuel, mais on n'en est pas sûr. L'autre énigme, on en a parlé, où est passée l'antimatière, c'est quand même assez troublant, qu'on ne voit pas de traces d'antimatière. Et bon, il y a des particules qui sont des électrons non chargés électriquement, qu'on appelle les neutrinos, qui semblent assez énigmatiques et qui font jeter un petit doute sur le modèle standard. La gravité quantique est devant nous, hein, on ne sait toujours pas comment la construire. Et enfin, on se demande dans ce qu'on observe, quelle est la part du hasard et quelle est la part de la nécessité. Dans toute cette différenciation progressive de l'univers, hein, qui sont des brisures de symétrie quantique, on peut commencer à se demander si ce n'est pas des phénomènes de probabilité qui ont donné émergence à l'émergence de toutes les structures compliquées que l'on voit, et que peut-être au-delà de l'univers observable, eh bien, les choses sont complètement différentes, et nous on est juste dans la bonne portion de l'univers où la complexité a pu se développer, un peu comme on est sur la Terre alors qu'il y a des milliards de planètes, mais que dans les autres, la complexité n'a pas pu se développer. C'est une des grandes questions, un sujet de controverse. Voilà, et pour terminer, donc, je vais montrer quelques planches sur le CERN et sur le futur après le LHC. Donc le CERN, c'est déjà, ça apparaît à travers ce que je vous ai dit, hein, c'est déjà, dès le départ, en 1954, après la guerre, hein, le CERN a été imaginé pour que l'Europe puisse retrouver, après la dévastation de la guerre, la capacité de rivaliser avec les États-Unis et avec l'URSS, qui étaient les puissances dominantes, et puis de faire avancer, donc de rassembler par-delà les frontières les chercheurs du monde entier pour faire avancer les connaissances. Donc rassembler, innover, éduquer, chercher, c'est toutes les missions. Donc la recherche, j'en ai parlé, hein, repousser les frontières de la connaissance, les secrets du Big Bang, à quoi ressemblait la matière dans les tout premiers instants de l'univers. Développer de nouvelles technologies sur un mode d'innovation ouverte, donc ce que j'ai appelé la compétition et le fait que c'est libre à tous. Donc bien sûr sur les technologies de l'information, sur les accélérateurs, sur l'imagerie, former des scientifiques et des ingénieurs de demain, et enfin rassembler des personnes de différentes nations et de différentes cultures. L'innovation, donc c'est les accélérateurs, par exemple, actuellement on arrive à faire des faisceaux de particules qui viennent détruire une tumeur au milieu du cerveau, à laquelle on ne peut pas accéder, et donc on arrive à ajuster l'énergie du faisceau de carbone, par exemple, pour venir détruire la tumeur juste là où elle est. On fait aussi de l'imagerie qui permet d'arriver à des résolutions en utilisant les mêmes détecteurs que dans Atlas par exemple. Et puis on fait du cloud computing à travers ce système-là, de la grille de calcul à une échelle jamais atteinte. C'est de l'innovation ouverte, hein, je vous donne des exemples. Hein. Les écrans tactiles ont été pour la première fois développés au CERN dans les années 70, le web en 90, les logiciels libres, les caméras PET, le hardware libre, les publications sont gratuites dans toutes les universités du monde entier, l'accès aux données, des outils collaboratifs mondiaux. Et l'OCDE est en train en ce moment de faire un rapport qui montre que ce mode d'innovation contribue à la croissance beaucoup plus rapidement que le mode fermé par des brevets d'innovation par des entreprises individuelles. Le CERN, donc Sciences pour la paix, a démarré avec 12 États membres. Maintenant, il y en a 21. Et je vous montre tout de suite à quoi ressemble la carte du monde, la connexion du monde entier au CERN. En blanc, ce sont les pays qui ne sont pas connectés au CERN. En rouge, ce sont les pays qui participent aux grandes expériences du LHC et qui ont des accords de coopération avec le CERN. En vert, ce sont les pays qui non seulement participent aux grandes expériences, mais qui ont contribué à la construction de la machine LHC. Et en bleu, ce sont les États membres donc, qui mettent dans un pot commun et qui définissent la stratégie du CERN, donc le fameux conseil du CERN que j'ai pu présider pendant 3 ans. Vous voyez que les États-Unis sont très présents, ils ont 1600 physiciens, plus que les Italiens, plus que les Français, plus que les Allemands, moins que l'Europe hein, qui en a 6200. Formation, donc formation à tous les niveaux, d'abord il y a 100 000 visiteurs par an, hein. Donc comme on vous l'a dit, hein, venez visiter le CERN, mais on forme des étudiants, même des classes primaires qui viennent visiter le CERN, des jeunes chercheurs, des professeurs de physique, des scientifiques confirmés.
Et donc, où on en est maintenant? Qu'est-ce qui reste encore à trouver? Donc, l'excès maintenant est significatif, hein, c'est certain. On a vu une nouvelle particule qui a tous les traits du boson de Higgs. Quelle est sa masse? C'est 125-126 GeV. On ne sait pas très bien comment expliquer cette masse, hein. Je vous ai dit qu'elle était inférieure il fallait qu'elle soit inférieure à 1 TeV, mais pourquoi c'est 125-126? Il faut faire appel à de la nouvelle physique pour essayer d'expliquer cette masse, et on espère peut-être trouver des signes de cette nouvelle physique, notamment la supersymétrie, le monde miroir des particules actuelles. Est-ce que c'est un boson de Higgs? Très vraisemblablement, hein, le spin 0 a été pratiquement établi maintenant. Mais est-ce que c'est le boson de Higgs du modèle standard ou est-ce que c'est celui de la supersymétrie? Peut-être qu'on a déjà là une ouverture vers la nouvelle physique. Pour ça, on voudrait avoir plus de données pour pouvoir avoir plus de précision. Et donc c'est pour ça qu'on imagine maintenant le futur au CERN de la manière suivante. À partir de l'année prochaine, on va monter à 8 TeV par faisceau, c'est-à-dire presque 7-8 TeV par faisceau, c'est-à-dire de l'ordre de 14 TeV à 16 TeV, 2 fois plus qu'actuellement. Actuellement on en est à 7-8 TeV et on a accumulé un nombre de collisions qui est celui qui est indiqué ici, de 2010 à 2012. L'année prochaine on va monter à 13-14 TeV et accumuler 10 fois plus de collisions et faire tourner le LHC de 2015 à 2022. Ensuite on aura encore une phase où on va augmenter l'intensité du LHC pour avoir encore 10 fois plus de collisions, ce qui fera 100 fois plus qu'aujourd'hui, toujours à l'énergie de 13-14 TeV. Et puis après c'est le point d'interrogation. Alors ce point d'interrogation, il y a deux pistes. Une piste qui serait de faire une machinée plus et moins qu'on appelle un collisionneur linéaire, parce que si on fait tourner des électrons dans un anneau, eh bien ils rayonnent de l'énergie et on ne peut pas les monter à quelques TeV. Et donc pour les monter à quelques TeV, il faut faire des collisions linéaires, avoir des accélérateurs linéaires. Ou bien on essaie de faire un super LHC qui aurait 100 km de circonférence et qui permettrait d'aller à 100 TeV au lieu des 14 TeV actuels. Le dessin est déjà, les études ont commencé déjà. Le linéaire irait depuis Montreux jusqu'à la vallée du Rhône, et donc il y aurait les positrons qui partiraient d'ici, les électrons qui partiraient d'ici, et ça viendrait se collisionner au milieu du LHC, qui est ce rond blanc. Le super LHC aurait 100 km de circonférence, passerait sous le lac Léman, ferait le tour du Salève, et viendrait lécher le Jura. Ici vous voyez le LHC. Le LHC servirait d'injecteur dans cette machine-là, et ça permettrait peut-être de trouver ce monde miroir supersymétrique auquel les théoriciens rêvent. Je vais terminer bientôt avec les deux dernières planches. D'abord, c'est la réaction des enfants des classes primaires lorsqu'on leur raconte un peu ce que je viens de vous dire en termes plus simples. Eh bien, on leur demande de faire un dessin, dessine-moi un physicien. On en a des centaines de dessins et j'essaie de faire des questions et puis des légendes. Et j'essaie de faire un livre à partir de ça. Eh bien, vous voyez ici une légende. Un physicien cherche le pourquoi du pourquoi, c'est à peu près ce que je vous ai raconté, je pense que c'est à peu près un bon résumé de ce que je vous ai raconté. Et moi j'essaie de résumer ce que je vous ai raconté en disant que c'est une quête de l'humanité depuis toujours, c'est ce qui fait l'humanité sans doute, comprendre de quoi la matière est faite, d'où on vient. C'est basé sur un rationalisme collectif, c'est plutôt rassurant, et des valeurs communes, rassemblent par-delà les différences religieuses ou de citoyenneté. De ce point de vue, c'est vraiment pour la paix. Le LHC est la plus grande aventure scientifique mondialisée. Il y a peut-être dans cette histoire de l'univers des interférences subtiles entre le hasard et la nécessité. Et il y a donc ce nouveau paradigme du boson et du chapeau mexicain, qui est d'ailleurs le titre du livre que j'ai écrit, que j'ai commis récemment avec Gilles Cohen-Tanouji. Mais il y a encore du chemin et de nombreux rendez-vous. Je vous invite éventuellement à lire ce livre si ça vous intéresse et à consulter ce site-là, ce site ici, parce qu'on essaie de monter avec Marie-Odile Monchicourt, que certains connaissent sans doute, un spectacle autour des origines, autour de la découverte du boson de Higgs et de la carte de Planck. Donc l'idée c'est de rassembler à la fois des artistes cette fois-ci, des philosophes et des scientifiques pour monter un spectacle, et on cherche un peu de soutien, et donc à travers Ulule et ce qu'on appelle le crowdfunding, on a ce site qui est ici. Voilà, c'est une publicité gratuite et je vous remercie.